Plaisir de donner la parole à Rajendra Aryal, qui vient du service de la FAO sur la résilience et riche de son expérience en Asie, en Afrique. Il va traiter de cette question essentielle du nexus entre l'humanitaire, le développement et la paix dans les situations de fragilité et de voir comment on peut construire. Rajendra, vous avez la parole. Merci. Thank you very much, Bernard. Merci Bernard. J'ai essayé de présenter la perspective du terrain, puisque je travaille sur le terrain depuis 24 ans. Je cours d'une crise à l'autre. Et Bernard, j'ai adoré les questions à la fin de votre présentation. Ça sera autant de matière à réflexion pour s'attaquer à ces problèmes concrets auxquels on est confronté au quotidien. Je commencerai par... Oui, je peux avoir les transparents, voilà, merci. Donc voilà, hein, le rapport SOFI. Vous prenez la courbe sur l'état de la sécurité alimentaire et l'alimentation dans le monde. Donc, malnutrition chronique pour 900 millions de personnes et du fait de l'implication des parties prenantes, les chiffres ont baissé. On était même en dessous de 700 millions hein, en 2015. Et maintenant, quand vous voyez la situation en 2016, hein, le rapport 2017 dit 815 millions de personnes souffrent de famine chronique. Et même chose pour ce qui est de la nutrition. Et 100% de ces gens vivent dans des pays affectés par les conflits. On le voit ici dans le tableau. Quelques 500 millions vivent dans ces régions affectées par les conflits. Sur ça, 125 millions souffrent de malnutrition aiguë, de famine aiguë, et pour ces 124 millions, ils sont même en dehors de ces 815 millions. C'est-à-dire qu'ils sont vulnérables et même un petit état de choc pourrait les faire tomber dans un autre état. C'est basé sur IPC, phase 3, vous connaissez hein, ce classement par les indicateurs. Rapport global sur la crise alimentaire que Bernard a cité, et j'y reviendrai, hein, ça a été un effort conjoint, c'est en place depuis 3 ans. 45 pays ont été analysés dans ce rapport. Et à présent, on a une augmentation de 11 millions de personnes. On a commencé à 80, c'est monté à 109, et maintenant, le dernier rapport nous dit 124 millions. Bon, après, le nombre de pays a augmenté aussi. Hein. On est passé de 45 à 51, mais quand même. Si on analyse les 45 ans sur 3 ans, les 45 pays sur 3 ans, c'est 11 millions de plus. 52 millions souffrent de malnutrition, 17... Ça, c'est des enfants, oui. Et 17 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Alors, il y a différentes raisons, des foyers de conflits s'intensifient. Alors, Yémen, Algérie, RDC, Sud-Soudan, l'année dernière. Sud-Soudan, Yémen, Somalie, nord-est de l'Algérie, pour les conflits. Et puis, il y a des chocs climatiques. Hein, le secrétaire exécutif en a parlé, l'impact des changements climatiques sur les différents pays. Et oui, ça provoque des exodes. Si l'on prend le Soudan du Sud et que nous nous penchons sur ce graphique, à partir du début du conflit 2013-2014, moi je vivais au Soudan du Sud et j'ai pu constater l'intensification de l'insécurité alimentaire. D'ailleurs, vous avez les zones en rouge qui rentrent dans la catégorie 3 de l'IPC. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Vous avez mon exposé avec tous les chiffres. Je souhaitais juste projeter cet exemple que j'ai vécu de moi-même. Pour reprendre le rapport mondial sur la sécurité alimentaire, les perspectives 2018,
ne sont pas très prometteuses non plus. Des pays comme l'Afghanistan, le Yémen. Le Yémen a une population de plus de 10 millions d'habitants et insécurité aiguë, vous avez l'Afghanistan et d'autres pays d'Asie qui ne sont pas encore au niveau d'alerte, mais qui sont sous surveillance. Alors, pourquoi l'agriculture? Pourquoi est-ce important? Sur les quelques 124 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, la majorité vit dans les zones rurales. 8 personnes sur 10 dépendent de la production alimentaire, de la pêche et de l'élevage pour leur survie. Et ce sont les populations les plus vulnérables, particulièrement aux chocs exogènes. Ce sont les personnes qui sont au bord de l'abîme et qui peuvent y tomber après un petit choc. Donc, l'aide humanitaire est nécessaire, certes, mais il faut investir dans l'agriculture parce que l'agriculture est un secteur résilient qui permet à ces personnes de sortir de cette situation de vulnérabilité et de retrouver des vies normales. Alors, comment investir dans l'agriculture en situation de guerre? Eh bien, la Syrie est un exemple. La Syrie produisait à peu près 4 millions de tonnes métriques de blé. Et aujourd'hui, en situation de conflit, la Syrie continue de produire quelques 2 millions de tonnes métriques de blé. Et donc, vous avez énormément de personnes qui continuent de travailler dans ce secteur en dépit des nombreux dégâts encourus, notamment les canaux d'irrigation. Ce qui signifie que si l'on intervient, la chose peut fonctionner. Bien sûr, il y a aussi des facteurs extérieurs. L'agriculture contribue aussi à maintenir la paix. Je voudrais citer l'exemple d'Abbé au Soudan du Sud. Vous avez des Dinkas au sud, des Missira du nord. Vous avez des éleveurs, des agriculteurs, et donc il y a des conflits sur les ressources naturelles, l'eau. Et grâce à l'Union européenne, nous avons commencé à vacciner les animaux. C'était le point d'entrée. Et les deux communautés ont commencé à échanger à partir de là. Et cette intervention a permis d'atténuer le conflit. James, vous avez parlé de Maguindanao, qui a touché depuis plusieurs années. J'ai aussi travaillé au niveau de la mise en œuvre d'un programme, tout récemment encore, jusqu'en 2014. La FAO et l'ILO ont développé un programme pour aider les pêcheurs sur la production d'algues. Nous avons remplacé des outils, des instruments de pêche et cela a fonctionné. Je peux aussi citer des exemples d'Afghanistan ou du Pakistan. Lorsque les personnes vivent dans des zones déplacées, dans des camps, et lorsqu'elles n'ont pas de travail, tout peut arriver. Je me souviens très bien d'un exemple du Pakistan où les talibans avaient attaqué les populations. Je me suis rendue dans un camp. J'ai rencontré des paysans qui vivaient dans des tentes à 42 degrés sans rien faire et qui m'ont supplié de faire quelque chose. Nous avons donc facilité la distribution de petits paquets de semences. Et plus tard, j'ai rencontré à nouveau ces gens qui m'ont dit que cette intervention avait aidé, ne serait-ce que psychologiquement. Et donc, nous pouvons aussi parler de la culture des légumes. Et donc, ce sont de petites interventions qui aident la Syrie. C'est la dernière crise que nous connaissons tous. Depuis 6 mois, j'interviens en Turquie, qui abrite quelques 3 millions de réfugiés syriens. La Turquie a aussi un taux de chômage d'à peu près 10%. La FAO a entamé un programme avec un autre bailleur de fonds pour aider les réfugiés syriens en leur dispensant des formations et en leur facilitant l'accès à l'emploi sur le marché local. J'ai rencontré récemment des ingénieurs agronomes
à peu près 300 étaient laissés oisifs. Donc, comment aider ces personnes? Nous servons également du secteur privé pour former ces personnes. C'est donc une opportunité d'échange avec les entrepreneurs turcs, une opportunité d'apprentissage de la langue qui contribue à la cohésion sociale. Vous avez un rapport de l'International Crisis Group qui indique que la situation dans certaines provinces en Syrie sont assez alarmantes. Je retiens vraiment ce que vous avez dit. Il faut adopter une approche non linéaire et réfléchir à comment aider ces personnes. L'assistance humanitaire est indispensable, c'est vrai. Grâce à vous tous, nous avons pu éviter la famine dans ces 4 pays, mais la situation n'est pas encore du passé. Le Soudan du Sud souffre, le Yémen continue de souffrir. Il faut commencer les actions de développement et de renforcement de la paix. Nous devons travailler de concert. La sécurité alimentaire le demande. Et grâce aux Pays-Bas, je pense qu'il y a d'ailleurs un représentant du Pays-Bas dans la salle, nous avons pu faire voter cette résolution du Conseil de sécurité 2417 de 2018 qui reconnaît la sécurité alimentaire comme vecteur de déplacement forcé qui a aussi des incidences dévastatrices sur le développement agricole. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un élan qui permet de sortir des sentiers battus. Ce rapport mondial a donc été la première étape. L'initiative est partie de l'UE, de la FAO et du PAM. Nous n'étions que 3 au départ. C'est peut-être un rapport, mais aussi un rapport, un exercice de consolidation. Nous avons été en mesure de nous informer mutuellement, de planifier la chose ensemble et de formuler ce rapport sur la sécurité alimentaire au plan mondial. Nous avons tous participé au sommet mondial pour l'alimentation. J'ai représenté la FAO. Nous avons aussi un collègue du PAM. Nos directeurs généraux se rendent dans différents pays pour porter un message commun pour dire qu'ils souhaitent travailler ensemble. Et il est temps de renforcer les synergies, de sortir de cette approche linéaire, traiter de la sécurité alimentaire en mettant en place un accent sur le lien avec le développement. J'ai travaillé avec les collègues du PAM et d'autres partenaires d'organisations non gouvernementales pour mettre l'accent sur le plaidoyer et le partenariat. Donc, nous avons ce rapport qui en est le premier résultat, mais nous avons encore d'autres initiatives dans les tuyaux. En ce qui concerne la programmation de développement humanitaire, nous avons lancé cette initiative de résilience portée par le FIDA, la FAO et le PAM, un programme multifinancement qui nous permet de proposer différentes approches, différents cadres. Sur le terrain, un exemple intéressant nous vient du Niger, où il y a eu un programme sur les infrastructures hydrauliques. La FAO est intervenue également en matière de diversification alimentaire et le FIDA a mis à disposition des fonds pour investir dans l'infrastructure rurale. Nous avons dans ces interventions mis l'accent sur les jeunes, créer des emplois et cela a permis de réduire la migration. Travailler ensemble permet donc d'ouvrir la voie à différentes plateformes, différentes opportunités. La Somalie est un autre exemple où la FAO, le PAP et l'UNICEF ont travaillé ensemble. Nous avons mis l'accent sur la production des réseaux sûrs et l'accès à des services de base. Malheureusement, eu égard à la sécheresse, les résultats de ce programme était assez prometteur lorsque nous avons... J'ai bientôt fini. Lorsque nous avons échangé avec les bénéficiaires, eh bien, elles nous ont dit que leur niveau de confiance était renforcé et qu'ils avaient été en mesure de surmonter la situation. Nous avons eu 35% de réponses.
et ont enregistré une augmentation de revenus de plus de 100%. Malheureusement, du fait de la sécheresse, ils ont enregistré des revers. Mais je pense que nous pouvons renforcer ce type d'initiative. Voilà, sur ce, j'en ai terminé. J'espère avoir respecté le temps qui m'était imparti. Je voudrais peut-être citer un exemple. J'étais à Peshawar en 2012 où j'ai vu le directeur de l'autorité de gestion des catastrophes. Après la réunion, il m'a demandé à échanger en privé. Et en tête-à-tête, il m'a dit, écoutez, j'ai besoin d'un boulot pour lui. C'est un paysan, mais il a aussi une formation en informatique. C'était quelqu'un de très brillant, diplômé de l'université Peshawar, qui a été kidnappé par les talibans. Et il s'est échappé de sa captivité, il cherchait un boulot et il cherchait du travail dans l'agriculture. Donc, pour éviter que ces jeunes diplômés soient détournés, l'agriculture est aussi une solution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rajendra, pour nous avoir présenté une série d'exemples très illustratifs de ce qui peut être fait et de comment tout cela s'articule dans une vision non linéaire, comme je le disais au début. Merci beaucoup.